Bonjour à tous. Alors évidemment, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue. Ça nous fait très plaisir d'organiser ce webinaire dans le cadre de l'appel à projet e-inclusion. Ça fait très plaisir de vous voir passer à l'action sur le sujet de l'inclusion numérique de vos bénéficiaires, parce que c'est le cœur du travail de WeTakeCare qui anime aujourd'hui une communauté de 50 000 aidants numériques en Belgique et en France. Alors, on a prévu aujourd'hui un moment d'échange et d'interaction dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, je vous demanderai d'attendre ce moment-là et de noter au fur et à mesure de l'intervention de Maïtena les questions que vous pourriez avoir. On peut commencer en fait par pourquoi est-ce qu'on est ici, avec la première slide. Eh bien, comme vous le savez, l'avenir de notre société sera numérique et le quotidien de nos vies se dématérialise de plus en plus. Pendant le Covid et la crise sanitaire, on est passé à un recours vers le tout numérique et la lumière est tombée en fait sur une réalité déjà bien présente. C'est que si le numérique a le pouvoir de faciliter nos vies au quotidien, eh bien, il conditionne aussi l'accès à de nombreux services essentiels. Prendre un rendez-vous dans sa commune, un rendez-vous chez son médecin, obtenir un document officiel, trouver un emploi, faire un virement en ligne, communiquer avec ses proches, interagir avec l'école de ses enfants, etc. Et pourtant, tous ces services essentiels qui sont numérisés, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Cette société qui se digitalisise, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et on constate qu'il y a malheureusement, avec ce numérique, une mise à l'écart de certains publics qu'on dit être en fracture numérique. Il y a 3 degrés à la fracture numérique, soit c'est une question matérielle de connexion, soit c'est lié aux compétences numériques de base, donc on a un ordinateur mais on ne sait pas encore l'utiliser, soit c'est lié, c'est des personnes qui ont déjà des compétences de base, mais qui n'utilisent pas le numérique pour les services essentiels. Et on constate que tous ces publics, ils ont pourtant besoin de ces services, et malheureusement, il y a des obstacles entre eux et ces services. On a parlé du problème de la connexion, mais il y a aussi un certain nombre de freins psychologiques, la peur de mal faire, la peur pour sa sécurité. Il y a aussi des difficultés d'utilisation, parfois des questions d'isolement. Et aussi, une question importante, c'est ce que nous, on appelle le parcours d'accompagnement. C'est vers qui se tourner, finalement, pour trouver de l'aide par rapport à ce monde numérique. Alors, on sait que ces publics en fragilité, ils se tournent spontanément vers ceux qu'ils connaissent et qui ont leur confiance. Ça peut être leur famille, des assistants sociaux, des guichets communaux, des maisons de jeunes, des aides à domicile, bref, toutes les personnes qu'ils connaissent qui ont leur confiance. Et le problème, c'est qu'accompagner sur le numérique, c'est un nouveau métier et qui demande des nouvelles compétences supplémentaires à l'accompagnement social. Alors, on sait que chaque CPS, évidemment, en Belgique, a sa spécificité propre, ses propres publics, ses services, ses ressources, mais on note toutefois qu'il y a quand même une convergence sur des obstacles similaires entre les différents CPS, des obstacles à franchir pour réussir à intégrer ces actions d'inclusion numérique. Tout d'abord, la question du temps disponible de vos travailleurs sociaux, qui sont déjà très, très occupés. La question des dépenses qui mettent à l'épreuve les budgets existants. Et ça, c'est lié aussi au projet à l'appel à projet e-inclusion, parce que le SPP social a très bien compris. Aussi la question des nouveaux besoins d'espace d'accueil pour réussir à accompagner ces publics vers leur autonomie numérique. Et enfin, la capacité à concevoir des programmes d'accompagnement à l'échelle de mon CPS, parce que chaque CPS a sa spécificité, son envie d'agir, sa capacité humaine. Alors, c'est tout le travail de WeTakeCare. C'est-à-dire que le travail de WeTakeCare, plutôt que réinventer un monde social et des nouveaux aidants numériques sur le terrain que ces publics fragiles ne connaissent pas, notre mission à nous, c'est de mettre en capacité ce monde social existant. Le but de l'ASBL, c'est de réussir à lever les freins à l'autonomie numérique des publics fragiles en développant des services innovants. Alors pour réussir à faire ça, on le fait via 3 métiers. Le premier métier, c'est vraiment un travail de décryptage. On va vraiment réussir à dédramatiser le sujet de l'inclusion numérique via des webinaires comme aujourd'hui, via une activité un peu journalistique, via des articles qu'on rend disponibles sur l'espace média sur la plateforme 1, 2, 3 Digits.
Le deuxième type de travail qu'on fait, ce sont nos solutions numériques. Et ça, c'est la plateforme 1, 2, 3 Digits. Donc, c'est une plateforme gratuite pour les aidants qui met à leur disposition un espace pédagogique sur lequel on donne des contenus qui permettent d'organiser des ateliers individuels ou collectifs. Par exemple, comment apprendre à envoyer un mail, c'est les compétences numériques de base. Des compétences liées euh, au bancaire, donc comment apprendre à faire un virement avec les services bancaires de ma banque. Ensuite, on a aussi ajouté un espace collaboratif sur lequel on met à disposition de tous les aidants une cartographie qui vont leur permettre d'orienter les publics qui font appel à eux vers d'autres structures d'accompagnement. Je prends un exemple très simple. Imaginons qu'une personne vienne voir son assistant social dans un CPS, il lui dit j'arrive pas à m'en sortir avec les compétences bancaires numériques et mon application. Peut-être qu'à l'échelle de ce CPS, il n'existe pas d'atelier individuel ou collectif pour apprendre à maîtriser ces compétences. Grâce à la cartographie, l'aidant peut trouver en Belgique un endroit près du domicile de la personne où elle pourra se former à cette compétence. Ensuite, toujours dans cet espace collaboratif, il y a un forum sur lequel on peut poser des questions et faciliter l'échange des bonnes pratiques. Et la troisième fonctionnalité qu'on trouve sur un 2, 3 Digits, c'est ce qu'on appelle l'espace d'animation. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à côté des contenus pédagogiques qui sont à votre disposition, l'idée, c'est d'animer la communauté. Dès qu'on crée des nouveaux contenus, on organise un webinaire. On organise aussi des webinaires sur l'utilisation de la plateforme 1, 2, 3 Digits. Donc le but, c'est de vraiment continuer à vous nourrir, à faire en sorte que vous puissiez vous former à ces nouvelles compétences. Parce que évidemment, le numérique, ce n'est pas statique, ça continue à se développer en permanence. Et ça appelle des nouvelles compétences. Euh, Et le troisième métier que nous avons, et c'est pour ça que vous êtes ici aussi, c'est un métier plutôt d'accompagnement méthodologique, de conseil, dans lequel on va vraiment aider des opérateurs privés, mais aussi publics, qui se posent la question, alors que la société se numérise, comment faire pour ne pas discriminer toutes les personnes qui n'ont pas accès aux compétences numériques. Donc, comment numériser sans exclure? Et pour ce métier-là, eh bien, on aide des acteurs comme vous, des acteurs de type public, à comprendre quels sont les publics et les besoins et leur parcours d'accompagnement qui font appel à vous par rapport au numérique, et comment faire pour vraiment créer votre propre offre d'inclusion numérique et la déployer à l'échelle de votre territoire. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'organiser ce webinaire maintenant? Si on passe sur la dernière slide, tout simplement parce qu'il y a la deuxième vague de l'appel à projet e-inclusion qui a été lancée l'année passée, parce que le SPP social a très bien compris l'urgence d'accompagnement numérique de tous vos publics fragiles. Et donc, on a reçu un certain nombre de demandes de CPS pour être accompagnés. Déjà l'année passée en 2022, on a des nouvelles demandes cette année. On s'est dit que ce serait l'occasion, en fait, de faire un tir groupé, de pouvoir vous partager toutes les ressources qu'on a à votre disposition et pouvoir répondre à vos questions en direct. Et peut-être qu'il y aura aussi des questions auxquelles vous n'avez pas pensé et que d'autres CPS vont poser aujourd'hui. Et donc, ça va permettre un échange de bonnes pratiques. Le but de ce webinaire, c'est vraiment d'adresser 3 questions. Comment développer un réseau de soutien à l'échelle d'un territoire? Donc, c'est ce que je parlais avec l'orientation et l'utilisation de l'outil de cartographie. Comment améliorer les compétences de mes usagers, de mes bénéficiaires, pour les mener à leur émancipation numérique? Et enfin, comment outiller et former mon corps social, donc tous vos travailleurs sociaux, à l'accompagnement vers le numérique. Soit les accompagner, les former à de la sensibilisation et à l'orientation, soit les former vraiment à l'accompagnement sur le terrain, en individuel ou en collectif. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Maïtena qui va vous aider, qui va nous donner les éléments de réponse à ces 3 questions. Merci beaucoup Arnaud pour l'introduction. Est-ce que du coup je prends la main pour partager le support? C'est comme tu veux. Ouais, je vais prendre la main. Tac. J'arrête le porte. Voilà. Normalement, vous devez tous voir mon écran. C'est parfait. C'est bien le cas? Super. Bonjour à tous, ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour partager quelques retours d'expérience
sur la mise en place de parcours d'accompagnement numérique pour les publics éloignés. Donc, comme l'a dit Arnaud, on va aborder plusieurs sujets dans ce domaine aujourd'hui. Et pour pouvoir commencer par quelque chose de concret, on vous propose en fait de partager dans le chat ce que vous faites déjà aujourd'hui en termes d'accompagnement numérique, puisque très souvent, et notamment on l'a vu avec la crise sanitaire, comme le disait Arnaud, beaucoup d'acteurs de terrain en fait se sont mis sur le volet de l'inclusion numérique sans forcément cadrer, concevoir ou déployer des parcours d'accompagnement complets, mais par la nécessité aussi des demandes formulées par les publics. Et donc, on vous invite en fait à dire dans le chat, si vous le souhaitez, si votre structure propose des accompagnements numériques. Et pour vous aider à répondre, vous pouvez opter pour trois réponses possibles. Vous venez de vous lancer, vous êtes lancé depuis plus de 6 mois, ou alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais c'est un projet. Si vous voulez apporter des précisions, bien sûr, n'hésitez pas. Donc, merci à ceux qui jouent le jeu et qui répondent dans le chat. On voit qu'il y a des CPS qui se lancent, quelques projets, certains acteurs qui ont déjà des accompagnements depuis plus de 6 mois, notamment pour les demandeurs d'emploi et qui veulent élargir à d'autres publics. Oui, il y a des acteurs qui lancent un format de permanence numérique aussi. Donc, c'est intéressant. Donc, on a vraiment des diversités de situations. Comme le disait Arnaud, il y a 3 enjeux aujourd'hui pour les CPS qui souhaitent accompagner les publics en difficulté avec le numérique. Un peu 3 axes pour agir, développer les compétences vers l'autonomie. Donc, comment en fait on conçoit des accompagnements adaptés aux besoins des publics éloignés du numérique qui sont accompagnés par le CPS. Former et outiller les accompagnants de première ligne. Donc, une fois qu'on a défini son offre, comment on va concrètement faire pour la mettre en œuvre. Alors, je crois que quelqu'un a pris la parole. Si la vie, c'est mieux comme ça. Je préfère mieux. On a récupéré nos habits. Voilà, j'ai coupé le micro. Merci. Et puis du coup, le 3e pilier, une fois que on sait ce qu'on va faire, qu'on s'est outillé pour le faire, l'enjeu, comme le disait Arnaud également, de développer un réseau de soutien, puisqu'on va le voir, toutes les structures, tous les CPS n'ont pas forcément vocation à porter le 360 des accompagnements numériques dont une personne pourrait avoir besoin. Et donc, pour commencer par le volet des compétences vers l'autonomie, pareil, en fait, on vous redonne la parole aussi pour un petit peu avoir un panorama des besoins des publics sur le numérique. Aujourd'hui, quels besoins vous constatez parmi vos publics? Arnaud en a cité quelques-uns. Ça peut être soit des thématiques sur lesquelles il y a un besoin particulier d'accompagnement. Donc, on retrouve l'accès aux droits, les compétences numériques de base aussi, comment utiliser son équipement, tout ce qui concerne la navigation Internet, qui sont un peu des prérequis en fait, pour la réalisation de démarches en ligne plus poussées. Et puis après, on peut trouver aussi des compétences en lien avec l'insertion professionnelle, le loisir. On a aussi parlé d'inclusion bancaire, par exemple. Et il y a aussi des types d'accompagnement qui dépendent énormément aussi du contexte dans lequel les publics sollicitent des accompagnements numériques. L'assistance, qui consiste à faire à la place d'eux et qui, là, s'adresse plutôt à des personnes éloignées ou dans des situations d'urgence pour lesquelles une démarche en ligne est nécessaire pour éviter des situations de rupture de droit, ou alors des accompagnements qui visent à développer des compétences, voire donner accès du matériel, etc. Et donc n'hésitez pas, voilà, si vous voyez des besoins, oui, accès au droit et navigation Internet, et lien entre les deux, tout à fait, le lien entre les deux étant assez clé pour que les personnes sortent d'une logique d'assistance pour être plus autonomes. Logiciel de base, recherche d'emploi, effectivement, oui, recherche de formation aussi. Et oui, tout à fait, en atelier pour pouvoir apprendre à être autonome. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes tous confrontés à des besoins multithématiques et multiformats. Et donc, ça va être intéressant aussi de voir quelles questions se poser en fait, pour cadrer une offre qui puisse répondre à ces différents besoins. Et donc, peut-être pourquoi aussi des besoins aussi variés qui émergent en fait en termes d'accompagnement parmi les publics, c'est parce qu'on constate
qu'aujourd'hui, ce qui empêche une personne d'être autonome dans ses usages numériques, ça peut être différents freins. On va retrouver des freins assez forts, assez structurants, qui sont liés à l'accès à la connexion à Internet, soit parce qu'on est situé dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau. On peut aussi retrouver des difficultés de connexion liées aux moyens financiers, en fait, pour payer des abonnements qui permettent d'avoir une connexion Internet suffisante. Ce qu'on a beaucoup vu pendant la crise sanitaire, c'est notamment des publics qui n'avaient pas de connexion fixe à domicile et donc qui s'appuyaient sur leur connexion mobile pour pouvoir réaliser l'ensemble de leur démarche en ligne et l'ensemble en fait, voilà, de leurs besoins en ligne. Ensuite, on a le sujet de l'équipement, notamment l'équipement adapté, avec derrière ça aujourd'hui le sous-jacent de l'accès à un ordinateur, puisque aujourd'hui le taux de pénétration du smartphone est extrêmement élevé sur l'ensemble des populations, même les populations les plus fragiles. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre de sites Internet, qu'il s'agisse des sites de l'administration ou encore de sites professionnels ou de logiciels, peuvent ne pas être complètement adaptés à une navigation sur smartphone. Et donc, il y a un enjeu aussi à continuer à développer l'autonomie sur ordinateur avec un lien direct avec l'accès à ce fameux équipement de l'ordinateur et puis des équipements périphériques comme tout ce qui est imprimante ou scanner, qui est très important notamment pour tout ce qui est accès aux droits. Ensuite, on va trouver des freins qui sont plutôt liés à des freins de compétences, que ce soit des compétences numériques de base. On en a cité, vous les avez bien identifiées dans vos réponses sur le chat. On a aussi des compétences qui peuvent être plus liées aux situations spécifiques de chaque public, notamment la maîtrise de la langue française à l'écrit, qui peut être liée à des situations d'illettrisme ou encore une barrière de la langue, qui peut parfois aussi se confronter à la complexité des vocabulaires administratifs ou de certains vocabulaires comme dans le champ, par exemple, de l'inclusion bancaire. Et puis, le manque de connaissance des démarches disponibles, de tous les gains que peut apporter le numérique, qui peut aussi limiter en fait l'intérêt d'une personne pour rentrer dans une démarche d'accompagnement vers l'autonomie qui demande quand même un certain niveau d'investissement personnel pour développer des compétences. Et puis enfin, le dernier frein aussi, ça peut être un frein psychologique. Certains publics, en fait, ont accès à l'équipement, ont une connexion, ont aussi des compétences, mais ont peur de faire leur démarche seuls, ont peur d'utiliser le numérique en autonomie et donc ont besoin d'un accompagnement humain pour être rassurés. Et donc, l'enjeu, quand on conçoit en fait une offre d'accompagnement et quand on veut faire le lien entre une personne qui a besoin d'être accompagnée et une offre adaptée, c'est de lui proposer le niveau qui correspond à ses situations. Donc, ce qu'on recommande chez WeTaker et ce qu'on a mis en place dans un certain nombre de cas, c'est de s'appuyer sur un diagnostic. Donc, la plateforme 123Digit propose plusieurs formats de diagnostic qui permettent de positionner une personne en difficulté sur un niveau d'autonomie numérique, sachant que voilà, la difficulté du diagnostic numérique, c'est qu'il y a énormément d'hétérogénéité en fait, dans le niveau d'autonomie en fonction des usages qu'on va regarder. Un exemple très concret, c'est qu'il y a des personnes qui savent très bien écrire des mails, mais elles sont incapables de retrouver une pièce jointe une fois qu'elles l'ont téléchargée sur leur ordinateur. Donc, on a différents formats de diagnostic qui permettent ensuite de savoir si on est face à une personne en situation d'exclusion numérique parce qu'elle avait des freins structurels en raison de son âge, de barrière de la langue, voire de manque d'accès à l'équipement et à une connexion. Pour ces publics-là, l'urgence que vous devez sans doute voir aussi dans vos structures, c'est d'éviter des situations de rupture de droit et donc de proposer des modalités d'assistance pour réaliser les démarches en ligne. Et puis ensuite, une fois qu'on a proposé en fait ce premier niveau d'accompagnement, l'enjeu, c'est de passer à un niveau de formation, de montée en compétences vers l'autonomie, là qui s'adresse du coup à des débutants en capacité d'apprendre pour qu'ils puissent avoir les compétences numériques clés qui sont un peu des prérequis à l'ensemble ensuite des démarches qu'on va réaliser en ligne, notamment savoir utiliser son équipement, mais aussi faire une recherche sur Internet, envoyer un mail ou gérer des mots de passe. Et une fois qu'on a fait la formation, on peut aussi proposer en complément des accompagnements coup de pouce qui là s'adressent en fait à un panel de publics assez varié, surtout au public avancé, mais qui peut aussi être ouvert à des publics plus débutants en fonction des sujets traités et qui permet de remotiver, de redonner confiance. Le coup de pouce, en fait, c'est un format qui est aussi assez pertinent pour des sujets très transverses, notamment tout ce qui a trait à la sécurité, à la communication, au lien social ou au loisir sur Internet.
Et donc, finalement, une fois qu'on a un peu ces principes de base sur la conception d'une offre d'inclusion numérique, ce qu'on a observé dans le cadre de nos missions de conseil auprès de structures souhaitant mettre en place des programmes d'accompagnement, c'est que l'enjeu, c'est de savoir comment apporter, voilà, quelle offre va me permettre en tant que structure d'apporter une réponse adaptée aux besoins que je vais constater chez mes publics. Donc là, si voilà, on se mettait dans la situation d'un CPS, et n'hésitez pas dans le chat d'ailleurs à partager des retours par rapport à ces questions. Mais voilà, le point de départ, c'est quand même de partir de vos publics, en fait. Quels sont leurs usages, quels sont leurs besoins et leurs freins, sachant que l'intérêt aussi de partir des besoins, c'est de les utiliser comme des leviers de motivation pour les amener à rentrer dans des dispositifs d'accompagnement. Une autre question qui est assez clé également, c'est de savoir quelles sont les habitudes en fait de vos publics lorsqu'ils ont des problèmes sur le numérique. Ce qu'on peut constater dans certaines études, c'est le recours assez important aux proches pour s'aider. Et parfois, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a un manque de connaissances parmi les publics des dispositifs d'accompagnement qui sont déjà accessibles autour d'eux sur le numérique. Ensuite vient la deuxième étape, c'est de définir les modalités d'accompagnement qui vont être adaptées en tenant compte à la fois des besoins de vos publics, mais aussi de vos moyens matériels et humains au sein du CPS. Donc, quels sont les objectifs? Est-ce que votre objectif, ça va surtout être d'éviter des situations de rupture de droit et de proposer un premier niveau de formation? Est-ce que vous souhaitez développer un panel complet d'accompagnement en termes d'objectifs pédagogiques, mais également en termes de format? Et puis, quelles sont les modalités d'accès privilégiées, sachant qu'il y a plusieurs typologies? On peut proposer de l'accès libre, de l'accès sur rendez-vous, des accompagnements collectifs ou individuels. On peut aussi avoir des formats assez innovants, assez ludiques, comme des cafés numériques pour la sensibilisation ou bien des escape games. Donc tout ça, en fait, ce sont des sujets qui sont traités pour concevoir une offre qui est adaptée aux besoins des publics et aussi à leur contexte, en fait, à leur capacité à s'engager dans des dispositifs d'accompagnement. On sait bien que voilà, il y a des horaires qui sont particulièrement pertinents pour des publics seniors, donc plutôt par exemple en journée, le matin, en semaine. Il y a des horaires qui s'adaptent plus pour des publics actifs, avec aussi parfois la difficulté d'accompagner des publics qui sont des parents et donc qui doivent s'occuper de leurs enfants sur leur temps libre. Et puis, il y a un enjeu aussi sur l'avant et l'après de son accompagnement, comment je fais connaître mon accompagnement à mes publics. En fait, une fois que j'ai défini ce que j'allais faire, donc là, l'enjeu, c'est un peu de savoir en fait quels sont vos points de contact avec vos publics et sur quels canaux vous pouvez vous appuyer pour faire connaître vos offres, et puis comment suivre l'impact de l'accompagnement, qui est un lien direct aussi avec les outils sur lesquels vous allez vous appuyer en tant que CPS pour suivre vos publics. Sachant qu'il y a différents niveaux d'impact qui peuvent être suivis. Ça peut être la capacité d'une personne à réaliser ses démarches seule, ou ça peut être aussi passer par des systèmes de validation de compétences si vous souhaitez inclure vos accompagnements dans des parcours d'insertion professionnelle. Et donc, le défi, en fait, une fois qu'on a défini son offre, c'est de trouver en fait une offre d'accompagnement et des modalités de communication et de suivi qui vont vraiment vous permettre d'engager vos publics dans la durée, en tenant compte aussi de vos moyens matériels et humains. Et donc, peut-être pour vous donner quelques pistes, on voit effectivement, enfin nous, on a pu chez Witaker accompagner les établissements publics numériques de Wallonie dans la conception d'un plan d'action pour améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs accompagnements pour les publics en difficulté numérique, sachant que c'est un dispositif central de la politique d'inclusion numérique développée par le service public wallon sur le territoire. Donc, comment chez Witaker on s'y est pris pour les accompagner, pour relever ce défi? On a commencé par réaliser un diagnostic, donc comme on l'a dit, partir des besoins des publics. Donc pour cela, on a eu deux approches. On a interrogé des structures qui orientaient en fait des publics vers les établissements publics numériques pour comprendre comment elles percevaient les besoins des publics et comment aussi elles connaissaient l'offre d'accompagnement. Parmi ces structures, il y avait notamment 2 CPS. Et puis, on a réalisé un micro-trottoir auprès des citoyens. Donc, une centaine de citoyens ont été interrogés, ce qui nous a permis de comprendre à la fois leur niveau d'autonomie numérique, mais aussi leurs attentes en termes d'accompagnement
et leurs habitudes aussi, notamment leur connaissance des dispositifs d'accompagnement du territoire et puis leurs habitudes en termes de format, de prise d'information, etc. Sur la base de ce diagnostic, on a travaillé avec les établissements publics numériques du réseau pour co-construire en fait une offre d'accompagnement des EPN de demain. Pour cela, on a une approche un peu double. On a fait un travail d'atelier assez qualitatif pour voilà, avoir une discussion approfondie avec des acteurs du territoire sur l'ensemble de leurs problématiques liées à l'accompagnement. Et on a aussi réalisé une enquête en ligne pour faire remonter les freins et les suggestions des 84 EPN qui ont participé au projet. Et ensuite, on a travaillé donc, sur la construction d'un plan d'action qui nous a permis donc, de recadrer l'offre d'accompagnement proposée par les établissements publics numériques en les rapprochant aussi des contraintes d'engagement des publics dans le dispositif. Et pour cela, on s'est inspiré d'initiatives concrètes qui ont été mises en œuvre en Belgique, mais aussi en France. Là, vous voyez par exemple une illustration de ce qu'on a pu faire, notamment en termes de benchmark pour nourrir ces recommandations. Voilà, et donc ça, c'est un type d'accompagnement qu'on a pu faire assez régulièrement. D'ailleurs, sur notre site internet, vous trouverez des ressources utiles qui décrivent de manière plus approfondie ces cas et qui pourraient peut-être vous inspirer pour mettre en place vos projets. On a également suivi une démarche similaire pour les PIMS, donc cette fois-ci, c'était plutôt en France. Il s'agissait des points d'information, médiation multiservices, qui sont des structures d'accompagnement des publics dans l'accès au droit. Et qui ont développé depuis plusieurs années, en partenariat avec l'UTACR, une offre d'accompagnement spécifique sur le numérique. Et on les a accompagnés assez loin, puisqu'on les a accompagnés depuis le diagnostic jusqu'à l'outillage et la formation de leurs aidants, en nous appuyant notamment sur un guide de l'aidant numérique. Voilà. Et oui, on voit aussi, dans les freins importants, donc dans le chat, parmi les retours, qu'un frein important semble aussi être la capacité à fonctionner avec la dématérialisation. Oui, certains citoyens ont peur, effectivement. Donc ça, le sujet de la réassurance, c'est un sujet assez important qui mérite d'être pris en compte aussi dans vos modalités d'accompagnement. Donc, on a un temps prévu pour les échanges à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si jamais il y a quelque chose qui vous fait particulièrement réagir, vous pouvez bien sûr réagir dans le chat. Donc, une fois qu'on a conçu son offre, ce qu'on a identifié comme enjeu, c'était l'enjeu de former et d'outiller les accompagnants de première ligne. Comme l'avait dit Arnaud, l'inclusion numérique, la médiation numérique n'est pas forcément le métier de chacun, même si beaucoup de structures de terrain ont vocation à jouer un rôle sur une partie des accompagnements numériques auprès des publics éloignés. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de l'outillage. Et donc, pareil, comme pour la partie précédente, on a un peu envie de savoir aujourd'hui, parmi les structures qui sont représentées, qui accompagnent vos publics sur le numérique, qui sont les profils. Est-ce que ce sont plutôt des travailleurs sociaux? Est-ce que certaines structures ont déjà des médiateurs numériques professionnels qui accompagnent les publics? Est-ce que certaines s'appuient aussi sur des bénévoles? Sachant que voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, chaque profil peut jouer un rôle, mais potentiellement, ce sera un rôle différent en fonction des compétences, des outils et des contextes aussi d'échange avec vos publics. Donc, n'hésitez pas en tout cas à partager dans le chat quelques informations sur les profils. Bien sûr, c'est tout à fait confidentiel. Vous pouvez aussi être assez vague et juste donner des indications par rapport à la typologie. Donc, on voit que pour le CPS de Charleroi, ce sont des travailleurs sociaux qui sont d'ailleurs historiquement les premiers à avoir pris en main le volet de l'accompagnement numérique. Au moment des premières dématérialisations, c'est les travailleurs sociaux qui ont été sollicités en premier, comme le disait Arnaud, par les publics. Assistante sociale, on a aussi un animateur, une animatrice ou un animateur numérique pour le projet e-inclusion parmi nous. On a quelques formateurs numériques et quelques médiateurs numériques aussi spécialisés. Des éducateurs, services d'insertion avec psychologues et webmasters.
Donc effectivement, en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a un panel de profils et de compétences qui sont mobilisés pour accompagner les publics. Plus 4 animateurs sociaux et des jeunes bénévoles, oui, tout à fait. Dans bénévolat, on a plusieurs profils, on a aussi les jeunes. C'est vrai que l'accompagnement numérique, c'est un bon moyen aussi de responsabiliser et d'avoir une première expérience un peu professionnalisante pour les publics jeunes. L'intérêt aussi des publics bénévoles, c'est que ça vous permet d'avoir une capacité d'accompagnement ponctuelle renforcée qui peut venir vous aider dans votre structure. Et on sait aussi que l'accompagnement numérique n'est pas forcément la spécialité de chacun. Même quand on est spécialiste, on peut être confronté à des difficultés, ou en tout cas avoir besoin parfois d'aller plus loin et se sentir bloqué pour plusieurs raisons, soit par manque de temps, parfois aussi les lieux où le matériel n'est pas toujours adapté à l'accompagnement. Il y a des sujets, par exemple, de connexion Internet en Wi-Fi partageable ou non, si on veut que les personnes puissent se former sur leur propre équipement. Il y a aussi le manque de qualification. Donc là, vraiment, c'est toute proportion gardée. Ce n'est pas le manque de qualification dans l'absolu, c'est plutôt parfois un besoin de renfort en connaissances sur le numérique, les démarches en ligne, voire même tout simplement la posture d'accompagnement, notamment lorsqu'on est amené à réaliser des démarches en ligne à la place d'une personne, alors qu'on n'est pas forcément le guichet concerné par la démarche qu'on réalise. Ça peut aussi être un manque d'assiduité des publics ou un manque d'un cadre sécurisé pour accompagner en tant qu'aidant, notamment gérer en fait les données personnelles qui peuvent parfois être transmises par les publics qui sont en demande de soutien dans leur démarche. Manque de temps, manque de locaux adaptés, de matériel, tout à fait. Alors, on voit aussi que certains CPS ont des formateurs informatiques et des agents administratifs sur la question d'avant. Alors, manque d'outils originaux pour rendre l'animation attrayante, tout à fait. Ce qui a un lien direct avec aussi le manque d'assiduité des publics. Hein. Et voilà, manque de Wi-Fi dans nos locaux. Donc, j'étais pas trop à côté quand je parlais de l'enjeu du Wi-Fi, qui parfois peut être un frein hein, quand on veut notamment proposer des formations sur les équipements personnels. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les freins sont multiples. Et en tout cas, nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y avait aussi des solutions pour les lever. La première chose qu'on voulait vous dire, notamment au sujet de l'outillage et des acteurs qui accompagnent, c'est que tout le monde n'a pas forcément vocation à accompagner sur l'ensemble du parcours d'une personne vers l'autonomie. Le parcours en fait d'une personne vers l'autonomie, il pourrait se décomposer en plusieurs étapes. Donc, on a vu l'étape de l'accompagnement dans la partie précédente. On a vu que c'était une étape qui pouvait être proposée plusieurs formats, hein, de l'assistance, de la formation par exemple. Mais avant d'arriver à l'accompagnement, il y a plusieurs étapes au préalable hein, qui peuvent être faites en même temps ou séparément par la même personne ou par des personnes différentes. Ça dépend en fait hein, du parcours et des moyens de votre structure. L'étape d'accueil, c'est une étape essentielle via laquelle aussi on peut proposer des lieux d'accès, d'équipement et de connexion aux usagers du territoire en accès libre. Mais voilà, il y a une première étape quand même d'accueil via laquelle on va prendre contact avec une personne et commencer à détecter en fait les freins rencontrés par les publics sur le numérique. C'est aussi une étape à laquelle on peut sensibiliser et informer et puis du coup commencer en fait à aborder l'intérêt d'être accompagné. Ensuite, on a une étape de diagnostic. Alors, c'est une étape la plus approfondie où on va évaluer les besoins précis des publics éloignés des numériques et notamment comprendre les freins auxquels ils sont confrontés et faire le lien entre leur niveau d'autonomie, leur situation, leurs besoins et l'accompagnement le plus adapté. Et avant de passer à un accompagnement, il y a une orientation qui peut être soit une orientation vers un accompagnement qui est proposé par votre structure. Voilà, par exemple, vous voyez qu'une personne pourrait avoir besoin d'être formée sur la mise en place, la réalisation d'un CV en ligne. Vous proposez dans votre CPS un atelier sur le CV en ligne. Vous pouvez donc lui proposer de participer à cet atelier. Mais si, par exemple, ça va être une personne qui a une barrière de la langue assez forte et que votre CPS ne propose pas forcément
d'accompagnement numérique pour des publics qui ne maîtrisent pas la langue, vous pouvez l'orienter peut-être vers une structure spécialisée qui pourrait être partenaire. Et on verra dans la partie numéro 3 quelles sont un peu les questions clés à aborder dans le cadre d'une démarche partenariale. Et donc, ce qu'on voulait voir avec vous, c'était que avant de se poser la question de la formation et de l'outillage, il y avait d'abord la question du rôle de vos différentes équipes tout au long de ce parcours. Et donc, justement, cette question du rôle, en fait, va énormément varier en fonction du contexte d'échange avec les publics. Très mécaniquement, voilà, il y a des personnes au sein des structures, par exemple des CPS, qui peuvent plutôt avoir un rôle d'accueil. Ces personnes peuvent peut-être faire un premier travail de détection de la fragilité numérique en fonction, bien sûr, de leur contexte et de leurs contraintes de temps lorsqu'elles échangent avec les publics. Certains d'entre vous ont évoqué aussi des travailleurs sociaux et des éducateurs qui peuvent aussi apporter un premier niveau d'information, voire d'accompagnement en fonction, là aussi, encore une fois, du contexte. Et puis, on a des profils plus spécialisés. Certains d'entre vous ont cité des formateurs, des médiateurs numériques, voire des webmasters qui peuvent également là proposer un accompagnement plus poussé sur le numérique. Alors ensuite, il y a un enjeu de faut-il dédier du personnel à l'accompagnement numérique. Donc certains d'entre vous ont déjà fait ce choix, sachant que voilà, il y a des implications assez fortes aussi en termes de moyens. Derrière la mise en place de formateurs spécialisés, il y a deux questions qui vont se poser. La première question, c'est quel est le profil recherché? On a plusieurs profils. On a des médiateurs numériques qui vont être plutôt spécialisés sur la pédagogie pour des publics assez débutants. Et on peut aussi avoir des formateurs numériques qui ont des compétences plus avancées, notamment dans tout ce qui concerne en fait, voilà, le développement informatique, la conception 3D, les Fab Labs, etc. Et puis, quand on intègre, et je pense que là-dessus, tout le monde autour de la table le partage, je ne vous apprends rien, un nouveau profil dans l'équipe, l'enjeu est de définir comment ce profil et ces accompagnements vont s'articuler avec le suivi des publics qui est déjà réalisé au sein du CPS. Et enfin, une fois que voilà, on a bien défini qui faisait quoi, on peut envisager les formations et les outils proposés. Sachant que voilà, le défi principal derrière tout ça, c'est de s'adapter aux contraintes opérationnelles et donc de proposer des outils simples et les plus multi-usages en fait possibles pour que ce soit facile en fait pour les membres de vos équipes de se repérer dans ce panel d'outils qui peut être parfois voilà, assez varié et assez riche. Et donc là-dessus, la réponse de Whitaker, que Arnaud a aussi bien introduit au début de ce temps d'échange, c'est de s'appuyer sur notre plateforme qui s'appelle 123 Digit, qui est une plateforme accessible gratuitement et librement aux acteurs du territoire et qui regroupe des ressources, à la fois des ressources pour diagnostiquer le niveau d'autonomie numérique dans différents contextes. On a des questionnaires en 5 questions qui s'adaptent très bien à l'accueil d'une personne à une réception, par exemple, à un comptoir dans une structure, ou des diagnostics plus poussés de mise en situation qui peuvent s'adapter à des parcours d'accompagnement, des parcours de formation. On a des modules pédagogiques clés en main. On a également des formations pour se former soi-même en tant qu'aidant. Donc voilà, des ressources pédagogiques. On a des webinaires aussi, on propose des webinaires sur la base de cette plateforme pour permettre à tous les aidants, quel que soit leur rôle, de monter en compétences sur des sujets spécifiques et d'échanger entre eux, qu'on propose tout au long de l'année. Et on va aussi avoir un espace réservé aux apprenants qui permettent au public qui ont un premier niveau d'autonomie de continuer à pratiquer, à se former en dehors des accompagnements, et qui peut être aussi un levier en fait pour gagner du temps lorsque vous êtes une structure qui accompagne. Et en périphérie, mais ce qui est néanmoins très important de ces différentes ressources, on propose du coup une cartographie qui recense plus de 1900 structures aujourd'hui sur le territoire de la Belgique et qui vous permet en tant que CPS aussi d'identifier des acteurs vers lesquels vous pouvez orienter des publics que vous ne pouvez pas prendre en charge. Et puis, on peut aussi donner accès aux données en fait, d'usage de notre plateforme par les professionnels, mais également par les publics qui ont des comptes apprenants de manière agrégée et bien sûr dans le respect de la confidentialité pour en fait, vous permettre de suivre l'impact de vos accompagnements auprès de vos publics de manière fluide et en gagnant du temps.
Voilà, et là, vous voyez quelques retours d'acteurs du territoire qui utilisent la plateforme 1, 2, 3 Digit. Ce qu'on voulait mettre en lumière par rapport à ces retours et notamment aux contraintes aussi qu'on a pu identifier dans les structures, c'est que voilà, on fait tout pour que nos ressources et la manière dont on les met à disposition des acteurs soient les plus simples, les plus faciles à utiliser et puis s'adaptent dans des contextes très variés d'utilisation. Et du coup, proposez-vous un diagnostic de maturité numérique pour mesurer la maturité numérique des travailleurs sociaux qui sont souvent aidants? Alors oui, ce n'est pas un diagnostic qu'on met en accès libre sur la plateforme, mais c'est des diagnostics qu'on a pu mettre en place dans le cadre de missions d'accompagnement. La dernière en date était une mission d'accompagnement des agents des caisses de retraite en France, durant laquelle, en fait, on a fait un diagnostic des besoins des publics retraités, mais également des agents qui les accompagnent pour identifier les besoins en formation en outillage complémentaire. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans le chat. Donc là, voilà, on a parlé maintenant, on vient de finir sur la formation et l'outillage des accompagnants de première ligne. Et donc, une fois que ce travail est fait disons, dans le périmètre de la structure, en l'occurrence ici le CPS, l'enjeu aussi se pose de développer un réseau de soutien, puisqu'on l'a vu, les besoins des publics sont multiples, les contextes d'accompagnement peuvent être parfois contraints, et donc il y a tout intérêt à s'articuler avec des structures locales pour proposer des accompagnements complets. Et donc là encore, je vous redonne la parole. Dans le chat, on a envie aussi de savoir si vous travaillez déjà en partenariat avec des structures locales. Très souvent, quand on intervient dans un territoire, on se rend compte qu'il y a déjà des partenariats qui ne peuvent pas forcément d'ailleurs être formalisés. Ça peut être juste des collaborations de fait très opérationnelles. Vous pourriez, par exemple, travailler déjà avec des opérateurs de services comme le Forem, sur tout ce qui est le volet de l'emploi. L'État fédéral ou des mécènes nationaux, les régions aussi peuvent être des partenaires. Et après, on a des acteurs plutôt de terrain comme les acteurs de la médiation numérique. On a parlé du réseau des EPN de Wallonie à l'instant, ou encore des structures sociales, des ASBL locales, par exemple, qui pourraient proposer des accompagnements numériques complémentaires à ce que votre CPS pourrait déjà faire ou envisagerait de faire. Voilà, forêt, maison des jeunes. Les bibliothèques aussi, oui, les bibliothèques sont très souvent des acteurs partenaires, ne serait-ce que parce que ce sont des espaces qui sont équipés en matériel informatique et donc ils peuvent être des centres de ressources ou d'intervention hors les murs. L'EPN, le Fab Lab, tout à fait, maison de l'emploi. Oui, donc on voit en tout cas qu'il y a des acteurs qui reviennent assez régulièrement. Voilà, bibliothèque, EPN. En tout cas, voilà, les collaborations existent. Et donc, voilà, ce qu'on voulait dire, mais bon, je pense que vous l'avez bien identifié dans le cadre de vos partenariats existants, c'est que voilà, l'inclusion numérique, c'est une responsabilité partagée. En tant que CPS, vous pouvez jouer un rôle. C'est tout l'esprit aussi de l'appel à projet dans lequel on s'inscrit aujourd'hui avec ce webinaire. Néanmoins, d'autres acteurs du territoire peuvent vous accompagner pour proposer vraiment une réponse globale adapté aux besoins des publics. On a les opérateurs de services qui ont intérêt à s'investir sur ce sujet-là, puisqu'ils dématérialisent leur démarche. Et donc, il y a un enjeu aussi à garantir que cette dématérialisation arrive bien jusqu'aux publics les plus éloignés, et donc dématérialiser sans exclure. On a vu aussi que dans les freins, il pouvait y avoir des freins qui étaient liés à la compréhension des démarches en elles-mêmes. Donc, c'est important aussi pour les opérateurs d'intégrer les besoins des publics dans la conception des services. L'État fédéral et les mécènes nationaux qui ont tout intérêt, qui interviennent et qui ont intérêt à s'articuler avec des structures comme les CPS pour capitaliser sur les démarches locales et puis proposer des dispositifs structurants à l'échelle de toute la Belgique qui aient du sens. Les régions, en fait, qui, elles, vont avoir intérêt plutôt à rendre visible et à coordonner l'offre d'inclusion sur le territoire. Et c'est pour ça que dans l'appel à projet e-inclusion, il y a un volet important consacré à la mise en réseau. L'intérêt de ce réseau d'aidants numériques, c'est de pouvoir partager des ressources, s'articuler entre eux et aussi monter des projets collectifs.
Et donc ensuite, les partenaires de la médiation sociale et numérique que vous représentez ou avec lesquels vous travaillez déjà, qui peuvent s'articuler, là, cette fois-ci, sur la mise en place des parcours d'accompagnement des publics. Et donc justement, l'enjeu en fait dans une démarche partenariale, c'est de se connaître et de se coordonner. Donc l'étape de se connaître n'est pas négligeable. Qui sont les acteurs du territoire autour de moi et que font-ils? Souvent, quand on intervient chez WeTaker dans des diagnostics, dans des projets en fait d'études sur l'inclusion numérique dans les territoires, que ce soit en Belgique ou en France, on voit très souvent que les acteurs connaissent peut-être 3-4 acteurs autour d'eux, mais il y en a certains qui passent sous le radar et c'est aussi une valeur ajoutée de cette phase d'études et aussi telle qu'elle a été conçue dans l'appel à projet e-inclusion, de faire ce recensement-là des acteurs et surtout de qualifier les offres d'accompagnement qu'ils proposent, les publics qu'ils accompagnent et les modalités d'accès. Tout ça permettant du coup ensuite d'identifier des complémentarités entre acteurs. Est-ce qu'on on a intérêt à travailler ensemble pour prendre en charge les publics? Est-ce que notre intérêt, c'est plutôt de partager des informations, des outils ou des pratiques, voire de mutualiser des ressources, notamment autour de la création de projets communs? Je vois dans le chat qu'il y a des exemples, par exemple la Maison du numérique en partenariat avec des acteurs locaux via le CPS de Forest. Donc, on voit que les modalités, en tout cas, d'articulation peuvent être assez variées en fonction des partenaires. Et sur le comment se coordonner, alors c'est assez intéressant puisque dans le chat, l'un d'entre vous a parlé notamment de partenariat, mais pas forcément formalisé. Donc, effectivement, il y a un peu deux volets. Déjà, il y a le comment on va se coordonner. Donc, est-ce qu'on va partager des contacts? Est-ce qu'on va organiser des temps de rencontre? Est-ce qu'on va mettre en place une newsletter, voire un espace en ligne partagé? Donc, ça, c'est plutôt la partie opérationnelle. Mais il y a aussi un volet formalisation. Est-ce qu'on va signer des conventions? Est-ce qu'on va créer des projets communs? Est-ce qu'on va répondre ensemble à des appels à projets? Voilà, en fonction des partenaires et du contexte, on va avoir des modalités de coordination qui peuvent être assez différentes. Et donc, les défis derrière tout ça, c'est là aussi, je pense qu'on ne vous apprend rien. L'efficience de la coordination entre acteurs. Le travail de coordination, c'est souvent un travail qui se fait en dehors de l'accompagnement des publics. C'est du travail aussi qui n'est pas toujours financé dans le cadre des appels à projets qui vous permettent de financer vos accompagnements. Et donc, il y a un enjeu en fait à rendre cette coordination la plus efficiente possible. Elle est parfois aussi réalisée par des personnes qui ont d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Et le deuxième enjeu, c'est de maintenir l'implication des acteurs dans la durée autour de cette coordination. Donc, c'est vrai que quand on a un projet commun, c'est assez simple, puisqu'il y a ce projet-là qui maintient l'implication. Si il n'y a pas de projet commun, il faut réfléchir à des modalités d'animation qui peuvent s'appuyer notamment sur des outils à distance pour rester impliqué et des temps de rencontre ponctuels. Et donc, derrière tout ça, ça veut dire qu'il y a une gouvernance claire à définir. Et donc là, on en revient au sujet de la formalisation du partenariat. Donc voilà un peu le panorama et les retours d'expérience qu'on voulait partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir fourni des éléments de contexte aussi sur votre situation dans le chat. Et du coup, on a envie un peu de maintenant vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des retours sur ce qui a été partagé? Là, on est dans le temps d'échange, on a du temps devant nous, donc vous pouvez soit intervenir dans le chat, soit ouvrir votre micro. N'hésitez pas à prendre la parole. Sachant que c'est toujours un peu difficile de se lancer. Est-ce que, notamment, il y a des points qu'on n'a pas abordés qui vous semblent assez clés par rapport au projet et inclusion ou même au sujet de l'inclusion numérique de vos publics? Allez, je vais me lancer. En tout cas, pour le moment, ce qui est un vrai challenge pour nous, donc nous, on est sur l'appel à projet d'e-inclusion donc pour le CPS de Charleroi depuis novembre 2022. Et un des vraiment gros enjeux, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, c'est de pouvoir numériser nos propres espaces. Donc, c'est moi qui mettais dans le chat, effectivement, manque de Wi-Fi dans nos locaux. Mais en fait, pour le moment, on a vraiment
quasiment à aucun endroit, alors qu'on couvre quand même un très grand territoire, d'accès, pour le public, ni même pour les travailleurs d'ailleurs, à un réseau Wi-Fi, existant. Et donc, ça reste vraiment, quelque chose en fait de très compliqué à mettre en place, chez nous. Donc, voilà, et on a engagé des animateurs multimédia qui pour le moment ne sont d'ailleurs toujours pas équipés, dans ce sens. Donc c'est vraiment une complexité assez importante, donc voilà, parce que c'est le démarrage de tout. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce que c'est des contraintes que d'autres CPS rencontrent aussi ou au contraire, est-ce que certains d'entre vous ont trouvé des solutions, pour pallier à ces freins? En tout cas, c'est vrai hein, que nous dans nos dispositifs d'accompagnement, enfin dans nos projets d'accompagnement, on l'a rencontré aussi hein, quand on a travaillé avec les EPN de Wallonie, on a vu la disparité des équipements hein, de certains établissements publics numériques. Il y a le sujet de l'accès à la connexion Internet, mais parfois il y a aussi tout simplement la taille des salles pour accueillir les publics, le fait d'avoir la possibilité d'accueillir des ateliers collectifs avec du matériel de projection. Et là-dessus, c'est vrai que parfois, les solutions qu'on est amené à accompagner dans les territoires, notamment autour des partenariats, c'est de s'appuyer sur des lieux qui peuvent être déjà équipés ou connectés. Donc, souvent, c'est des médiathèques, des tiers-lieux ou des Fab Labs qui peuvent être des partenaires. Ensuite, on voit dans le chat une question concernant les outils de démystification pour convaincre ceux qui se méfient du numérique par peur. Et pour ceux qui ont peur de sécurité de la vie privée en ligne, est-ce que la personne qui a mis ce retour pourrait nous en dire plus aussi sur le contexte des publics qui sont confrontés à ces difficultés? Oui, bonjour. Moi, c'est Gilles de CPS de Forêt. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Très bien, merci. Voilà. En fait, je pose la question parce qu'il y a des gens qui se méfient du numérique, non pas parce qu'ils ne connaissent pas bien, mais parce qu'ils ont peur du numérique. Ils se connaissent un tout petit peu, ils ont des bases. Ils viennent pour te dire, voilà, si je commence à utiliser le service en ligne, est-ce que ça va passer mes données? Est-ce que vous me rassurez que mes données ne sont pas ailleurs, ils sont sécurisés à 100%. Et la personne, moi, je dis que voilà, les données, ça dépend de la manière dont tu vas les utiliser. Voilà, je ne sais pas comment faire. On essaie d'expliquer, mais ils ne sont pas convaincus. Comment est-ce qu'on peut rassurer ces gens? Une fois qu'on leur dit, voilà, c'est facile, c'est sécurisé, qu'une fois, ils déconnent dans la manipulation, est-ce que ça revient à la personne qui l'a formé, qui l'a montré comment utiliser? Et d'autre part, il y a des gens qui disent, voilà, moi, je ne pourrais jamais y arriver, je ne vais pas m'entraîner. Est-ce qu'il y a des outils que vous avez déjà préparés, des modèles de formation type ou pas? Alors, on a plusieurs. Alors, côté, en tout cas, WeTaker sur 1, 2, 3 digits, on a plusieurs types de ressources qui peuvent aider. On a des ateliers clés en main que vous pouvez animer en collectif avec support visuel, qu'on essaye de faire les plus ludiques possibles aussi pour rassurer justement et démystifier sur le sujet de la sécurité en ligne. Ensuite, on a aussi cet espace apprenant qui permet au public de pratiquer directement, notamment dans des environnements simulés pour certaines démarches en ligne, ce qui permet aussi de les rassurer puisque là, c'est un site qui est déconnecté de toutes les plateformes de l'administration. Donc, s'ils se trompent, il n'y a aucun risque. Par ailleurs, pour se connecter à l'espace apprenant, il n'est pas nécessaire de se créer un compte et de mettre des informations personnelles. Vous pouvez, en tant qu'accompagnant sur la plateforme 1, 2, 3 digits, créer un code d'accès à usage unique pour que la personne se connecte. Donc ça aussi, ça peut lever quelques freins en fait et permettre à la personne de se familiariser avec l'équipement. Et ensuite, ce qui peut être fait parfois aussi par certaines structures, c'est d'organiser des temps conviviaux d'échange entre personnes sur le sujet de cette sécurité en ligne. Ça peut être des petits déjeuners, des goûters, durant lesquels il y a l'intervention d'acteurs plus spécialisés, ça peut être les médiateurs numériques, et puis des temps d'échange entre participants sur comment eux ils s'y prennent en fait pour se protéger en ligne. Ok, merci. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, ça va. Ça va.
Et c'est vrai qu'après, voilà, il y a des publics qui seront toujours réfractaires. Donc là, la question, c'est voilà, est-ce que jusqu'où en fait on va les forcer, même si c'est pas un très beau terme, à faire leur démarche en ligne. C'est pour ça que la question de l'assistance, de cette offre d'assistance est importante. Avoir quand même une offre d'accompagnement qui permette de faire les démarches à la place d'eux pour les personnes qui voilà, refusent en fait de devenir autonomes. Et du coup, derrière cette démarche d'assistance, il y a le sujet quand même de la sécurité qui là se pose plus pour la personne qui assiste, pour l'accompagnant. Et donc là aussi, chez Whitaker, on a des ressources qui permettent un peu de cadrer cet accompagnement et du coup à la personne qui accompagne d'être un peu rassurée et d'avoir une relation de confiance avec la personne accompagnée. Ok, merci. Merci à vous. Par rapport aux différents, peut-être aux différents points, qu'il s'agisse de développement de compétences, de la formation, de l'outillage des accompagnants ou du réseau de soutien, par rapport aussi aux enjeux évoqués par Arnaud en introduction, est-ce que vous voyez d'autres questions qui vous intéressent ou ça peut être des questions pour les autres participants aussi, puisqu'on voit que certains des personnes qui sont présentes avec nous développent déjà des offres d'inclusion numérique. On voit qu'on a des projets de maison e-inclusion. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour d'autres acteurs. Ou alors on a été particulièrement clair et efficace. Peut-être que aussi une question. Merci beaucoup, Maïtena. Je me demandais si parmi vous, il y en a, effectivement, c'était très clair, je trouvais aussi. Il y avait beaucoup d'éléments de réponse, beaucoup de ressources qui ont été partagées. Je me demandais si parmi vous, il y en a certains qui veulent se lancer dans le projet, l'appel à projet e-inclusion, deuxième vague cette année, qui ont déjà des projets. Par rapport à cette question-là, en fait, donc malheureusement, le Digilab ne pouvait pas être présent aujourd'hui parce qu'ils avaient un autre événement, mais je transmets alors bonjour si on peut dire. Si vous avez d'autres questions vraiment précises sur le projet e-inclusion en matière, comment est-ce que vous pouvez candidater, etc. Là, on vous invite vraiment à contacter l'équipe du Digilab qui fait un travail absolument formidable. Plus sur les questions qui sont liées à l'accompagnement, donc vient d'écrire Maïtena, et aussi aux formations, c'est plus des questions que vous pouvez nous poser. Évidemment, on vous invite à saisir cet appel à projet e-inclusion qui est une opportunité pour vous de pouvoir financer des nouvelles activités. Alors justement, voilà, c'est une question par rapport au public qui peut bénéficier de cette offre. Ça, c'est des questions qui sont, je pense, qui sont répondues dans l'appel à projet, dans le document. J'ai parcouru hier. Sinon, vous pouvez aussi poser la question directement à Marie-Charlotte Peters ou Yann de Koning. Et leurs liens sont sur le site. Mais ce qu'on va faire, en tout cas, soyez rassurés, c'est qu'après ce webinaire, on va vous envoyer la présentation et aussi les contacts Digilab et, qui vous seront utiles. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à côté de l'accompagnement et de la formation qu'on propose en termes d'accompagnement méthodologique, évidemment, il y a le socle 1, 2, 3 Digit. La plateforme, elle est là. Faites-la vivre. Elle est pour vous. Vous pouvez l'utiliser. Nous, notre métier, c'est de comprendre quels sont les besoins sur le terrain et de créer les contenus pédagogiques, de créer les webinaires comme celui-ci qui répondent à vraiment un besoin du terrain et qui s'intègrent bien dans votre réalité. Et ce que je voulais dire, peut-être pour clôturer, s'il n'y a plus de questions, c'est que nous organisons donc un événement, cette fois-ci en physique, qui aura lieu le 1er juin 2023, de 10h à 13h à Bicentral, donc à Bruxelles. Et le but, ce sera d'échanger ensemble sur l'inclusion numérique au niveau des CPS, d'aller encore plus loin dans ce qu'on vient de faire aujourd'hui.
Les invitations suivront et vous la recevrez sur votre boîte mail. Donc c'est vraiment un événement pendant lequel on va parler de cas pratiques très réels, puisque nous aurons commencé récemment à faire des accompagnements avec certains CPS en Belgique et on pourra partager l'avancement de ces accompagnements. Ce sera un moment privilégié qui sera également l'occasion d'échanger en fait entre vous et de faire un network autour d'un petit lunch au temps de midi. Donc vous recevrez une invitation personnelle sur vos boîtes mail. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. S'il n'y a plus de questions, eh bien, j'aimerais vous remercier au nom de l'équipe Plus de Take Care et encore vous féliciter de passer à l'action sur ce sujet très important qu'est l'inclusion numérique et de bien noter dans vos agendas le 1er juin. On aura le plaisir de se voir en vrai à Bicentral à Bruxelles. Juste Arnaud, il y a une petite question d'un participant qui souhaite savoir s'il est possible de participer, même si, alors j'interprète la question comme même si la structure n'est pas actuellement lauréate du projet et inclusion. Absolument. Donc, c'est vraiment ouvert à tous les CPS, tous ceux qui se posent des questions. Peut-être que voilà, cette année, vous n'avez pas participé à l'appel à projet ou vous allez y travailler l'année prochaine. Donc, oui, c'est ouvert à tous les CPS. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Merci à tous. Merci Arnaud. Du coup, comme tu le disais, on revient vers vous avec le support et ravi d'avoir pu partager quelques retours d'expérience préliminaires et voilà, qui seront approfondis en tout cas le 1er juin.